Poutine a dit qu'il retirerait ses forces si on lui garantissait pendant 200 ans que les forces de l'OTAN ne viendraient pas ici. Les Américains parlent du droit international, mais ils ne respectent même pas la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Comment peut-on parler de justice lorsque 5 personnes peuvent imposer leur veto au monde entier? Si la Russie lance une bombe nucléaire sur Berlin, tout le monde s'assoira et réfléchira sérieusement à une solution. Il y a tellement d'armes et tellement d'intérêts commerciaux liés à ces armes que tout cela doit continuer à fonctionner au quotidien. Donc la seule solution pour vous, c'est de maintenir cet ennemi dans une position de faiblesse. C'est la politique d'Israël. Parce que si l'Iran devenait fort, la situation serait problématique. Bonjour Monsieur Jamal Kaiser. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Vous êtes un expert de haut niveau en diplomatie et en affaires internationales. Vous avez été formé dans 2 des institutions les plus prestigieuses au monde, la Harvard Business School et l'Université d'Oxford. En tant que commissaire de l'ONU pour les affaires au sein du Conseil diplomatique et auteur prolifique, vous avez offert des perspectives fascinantes sur les relations internationales, notamment dans votre livre « Comment éviter la Troisième Guerre mondiale » où vous plaidez fermement pour la paix mondiale. Cependant, à l'heure actuelle, il semble que nous nous dirigeons vers une troisième guerre mondiale avec des conflits croissants au Moyen-Orient et en Russie. Pensez-vous qu'il soit encore possible de freiner ces escalades et de rétablir une paix durable à ce stade? Je pense que vous commencez par la question la plus difficile. Vous savez, personne dans ce monde ne peut vous dire à ce stade, alors que nous sommes au bord d'une guerre mondiale absolue, je veux dire la guerre par procuration entre la Russie et les USA a commencé à Damas en Syrie lorsque les Américains soutenaient les rebelles. Et Poutine est intervenu avec le gouvernement. Depuis ce moment-là, le problème persiste. Chaque fois que l'Amérique et la Russie ont un problème, nous entrons dans une nouvelle guerre froide. Ce sont des situations qui devraient être résolues rapidement, ce qu'ils ne font pas. Ensuite, il y a eu l'Ukraine, la situation actuelle que nous connaissons bien. Mais si on revient en arrière et qu'on se pose la question de ce qu'ont fait les Américains aux Russes, on découvre de nombreux scandales qui ont été écartés par l'historiographie. Je veux dire, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont envahi la Russie et ils ont tué 27 millions de Russes. Et si aujourd'hui vous posez aux Américains la question de la zone tampon, ils diront « Si la Russie attaque Cuba, nous déclencherons la Troisième Guerre mondiale à cause de cette zone tampon. » Si vous leur demandez s'ils ont déjà placé leurs armes nucléaires en Syrie, ils déclencheront une guerre nucléaire. Donc ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il existe un système de justice, mais qui est beaucoup plus profond que le simple système judiciaire. Regardez les Nations Unies. Nous essayons de les améliorer, mais en réalité, il y a peu de gens dans le monde en 2024 qui disposent d'un droit de veto. Comment peut-on parler de justice lorsque 5 personnes peuvent imposer leur veto au monde entier? Donc il y a un problème profond et beaucoup d'arrogance du côté occidental. Je ne dis pas que la Russie avait le droit d'attaquer l'Ukraine. C'était contre le droit international. Mais Poutine et le gouvernement mettaient déjà en garde depuis longtemps. Alors que les forces de l'OTAN se rapprochaient de l'Est, ils ont très clairement donné l'alerte, en particulier lors du dernier Conseil de sécurité.
Poutine avait dit clairement, en particulier lors du Conseil de sécurité de Munich, que c'était une ligne rouge à ne pas franchir. Les gars, si vous pensez que vous pouvez vous imposer et modifier le gouvernement, mettre quelqu'un d'autre au pouvoir pour favoriser les forces américaines ou l'OTAN, ça va mal se passer. Donc si les Américains agissent mal, sans motif, et ne sont pas disposés à chercher une solution pacifique, ils se retrouveront exactement dans la même situation que lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Vous pensez vraiment? Oui, absolument. Il arrive un moment où si vous ne mettez pas fin à la guerre au bon moment, comme dans un mariage qui part à volo, si vous n'agissez pas à temps, cela devient incontrôlable. Nous sommes en train de nous diriger vers une situation qui sera hors de contrôle et je ne sais pas comment les puissances vont gérer cela. La Russie, de son côté, devient plus forte grâce à la guerre et lorsque l'accord a été conclu en Turquie, Poutine a dit qu'il retirerait ses forces si on lui garantissait pendant 200 ans que les forces de l'OTAN ne viendraient pas ici. Les forces occidentales auraient dû accepter, on aurait pu trouver une solution, mais ils ne l'ont pas fait. Donc la manière dont ils agissent rend la situation très critique. Et cette situation est très préoccupante, notamment si vous regardez de l'autre côté, du côté palestinien. Le Moyen-Orient est en feu. Et là encore, là où les Britanniques sont passés, ils ont laissé des problèmes non résolus. Et si le problème palestinien n'est pas résolu, selon les accords d'Oslo, la situation ne finira jamais. Nous reviendrons plus tard sur ce sujet. Je voudrais simplement vous demander, avec l'avènement des armes nucléaires et des technologies avancées comme la cybersécurité et l'intelligence artificielle, les conflits risquent de devenir encore plus destructeurs. Comment pouvons-nous garantir que ces technologies soient utilisées pour préserver la paix plutôt que pour alimenter les conflits? Je veux dire, toutes ces technologies, le fait est que l'esprit humain a produit tant d'armes. Albert Einstein a dit un jour qu'il ne savait pas de quelle façon la Troisième Guerre mondiale serait conduite, mais qu'il savait exactement comment le serait la Quatrième Guerre mondiale, avec des bâtons et des pierres. Je veux dire, la manière dont ils utilisent les armes, ils essaient de contrôler les cerveaux humains. Cela ne se produira pas. Ce qui va se passer, c'est que beaucoup de gens seront tués, des innocents seront tués. Si l'humanité ne revient pas à la raison, il faut parfois laisser aller les choses. Si une guerre éclate entre deux pays, il n'est pas nécessaire d'intervenir et de se mettre à tuer les gens. Il suffit de s'asseoir au milieu. Mais ces gens sont simplement des tueurs. Ils interviennent et massacrent. Donc toutes ces technologies, ces armes nucléaires, sont trop dangereuses. Même des pays comme le Pakistan et l'Inde les possèdent désormais. Si cela tourne à la guerre nucléaire, il ne restera rien à la fin. Jusqu'à aujourd'hui, seuls les Américains y ont eu recours. Mais cela ne veut pas dire que les Russes ne peuvent pas les utiliser. Ils sont convaincus que c'est judicieux de titiller les Russes jusqu'au point où ils n'auront plus le choix que de s'en servir. C'est stupide, c'est idiot. S'ils étaient intelligents, ils ne penseraient pas ainsi. Ce qu'ils essaient de faire, c'est de mettre la Russie dans une situation où elle perdrait son siège au Conseil de sécurité. Si la Russie perd cette guerre, elle perdra ce siège et devra obéir aux forces occidentales pour les millénaires à venir. Vous pensez vraiment que ça va se produire? Ils auront tout détruit avant que cela se produise. Donc je pense que la rationalité est importante et qu'il est temps de mettre fin aux guerres. La guerre n'a pas d'importance.
Si vous analysez attentivement l'Ukraine, vous comprendrez qui dirigeait le pays à ce moment-là. Pourquoi de l'argent étranger affluait dans cette partie du monde. Si vous analysez les choses avec du recul, vous comprendrez que nous, les Occidentaux, ne sommes pas aussi justes qu'on le prétend. Nous ne jouons pas toujours franc jeu en politique et les Américains non plus. Vous avez des exemples? Ce que je veux dire, c'est que par exemple, au sujet de l'histoire ukrainienne, la CIA a dit ouvertement qu'en réalité, ils ont eux-mêmes placé Zelensky au pouvoir. Si vous étiez russe, accepteriez-vous que les forces de l'OTAN soient placées devant votre porte? Si les forces américaines faisaient de même, que penseriez-vous? Ce que je dis, c'est qu'après la réunification de l'Allemagne, de nombreux diplomates internationaux ont déclaré qu'il y avait un accord entre les diplomates occidentaux et orientaux. Les forces occidentales ne devraient pas s'étendre vers l'Est. Le problème, c'est que les Occidentaux ont pris tous les pays de l'Est sous leur aile. S'ils souhaitaient que ces pays restent une zone tampon, ils n'auraient pas dû venir mettre leur grain de sel. Si vous vous rendez dans un pays pour y faire quelque chose et que vous en ressortez, c'est bien. Mais les forces occidentales y vont pour tout détruire. Ils détruisent des innocents et tuent tout le monde. Leur solution est toujours la même. Allez dans ces pays et tuez tout le monde pour dire finalement « nous vous avons sauvés ». Mais ce n'est pas ainsi que l'on sauve les gens. Mais ce n'est pas ainsi que l'on sauve les gens. Quand est-ce qu'ils ont fait cela, par exemple? En Ukraine, par exemple, pareil pour la guerre en Irak, ils ont tué tout le monde. Ils sont allés en Syrie et ont soutenu les rebelles qui s'opposaient au gouvernement. Ils ont armé les fils et les filles du pays pour tuer leurs propres parents en prétendant que le gouvernement n'était pas bon. Quand cela s'est-il produit? C'était en 2011. Ils l'ont fait très ouvertement. Les forces occidentales ne soutenaient pas le gouvernement élu de Bachar al-Assad alors que la Russie le soutenait. Et je pense que cette politique n'est pas intelligente. La politique étrangère américaine a toujours été problématique. Et il y a un autre facteur à prendre en compte. Il y a tellement d'armes et tellement d'intérêts commerciaux liés à ces armes que tout cela doit continuer à fonctionner au quotidien. Il y a de nombreux lobbies qui veulent vendre des armes. Je me suis entretenu avec l'ambassadeur palestinien la dernière fois et je lui ai dit très clairement, si j'étais à votre place, s'il tuait une personne de votre camp, je ne réagirais pas avec la violence. Je ferai simplement de la diffusion d'informations, parce que la parole est si puissante que la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt à ce sujet. C'était mieux que de prendre le Hamas et de l'utiliser. Ne faites rien. Si vous voulez vraiment vaincre ces puissances armées, n'utilisez pas d'armes. C'est le conseil le plus sage que je puisse donner à tous ces pays, surtout les pays musulmans, car ils n'ont pas d'armes, ne produisent pas d'armes. Ce n'est pas leur métier. S'ils lancent une bombe et que 10 personnes meurent, il suffit d'utiliser la propagande pour que les gens commencent à dire aux assaillants « Mais que faites-vous ici ?» Mais une fois que vous commencez à bombarder en retour l'assaillant, vous lui donnez une raison de continuer. Si vous remontez dans l'histoire, vous verrez que le Hamas a été créé par Israël pour affaiblir le mouvement. Donc c'était très intelligent de leur part. Mais les Palestiniens doivent être encore plus intelligents, ne pas réagir, tout simplement. Et ce n'est pas ce qu'ils ont fait, ils ont toujours réagi dans le passé. En effet, ils réagissent toujours de manière excessive. Tous ces États musulmans ne devraient jamais réagir. Le conflit en Irak en est un exemple flagrant. Les Américains voulaient détruire tout le pays, mais ça c'est une autre histoire.
Cependant, l'Irak, c'était ça. Ils soutenaient la guerre. Ils n'auraient pas dû. Ils auraient dû se retirer des conflits. Mais je pense que la diffusion des informations a aujourd'hui beaucoup plus de pouvoir. Les temps ont changé. Il fut un temps où les guerres se faisaient avec des bâtons et des épées, ou avec des chars d'assaut. Mais cette époque est révolue. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'avoir de bons journalistes et de parler fort. Certains journalistes seront certes tués, mais cela fait partie du combat. Ça, c'est le véritable djihad. Vous savez ce que les musulmans appellent le djihad? Je pense que c'est ce que les musulmans devraient faire. Il suffit de parler suffisamment fort et d'acheter des médias et des chaînes de télévision. Ils devraient investir dans les médias, recenser toutes les victimes, un tel a été tué, un autre a été tué par un drone, etc. Et bam, la guerre est finie. Parce que tant que vous leur donnez une opportunité, l'industrie de l'armement prospère. Elle a besoin de vilains et de héros pour survivre. Je ne pense pas que les politiques américaines soient bonnes pour eux-mêmes. Finalement, ce qui se passera, c'est qu'ils se retrouveront avec tellement d'ennemis que même l'Amérique, qui est le pays avec la plus grande armée du monde, aura peur de tout le monde. Du genre, il va attaquer. Et c'est la même chose avec Israël. Je ne pense pas que Netanyahou soit un homme intelligent. S'il était intelligent, il aurait réparti les territoires. Voici votre part, voici la nôtre. Vous avez vos droits humains, nous avons les nôtres. Mais avec la façon dont il procède, il produit de plus en plus de haine. Cela ne peut pas être effacé de l'histoire. Ce n'est pas possible. Il faut comprendre que les Juifs qui vivent en Israël ne sont pas palestiniens. Ce sont des Polonais, des Allemands, des Américains et des Russes qui avaient besoin d'une patrie pour se préserver parce que personne ne voulait d'eux. Les Européens ont tué 6 millions de Juifs. Après la Seconde Guerre mondiale, ils ont demandé aux Australiens d'accueillir les Juifs. Ils ont refusé. Ils ont demandé la même chose aux Américains, qui ont également refusé. Les Américains disent qu'ils n'ont pas de place pour eux. Les Australiens disent qu'ils n'ont pas de place pour eux. Alors ils se sont tournés vers la Palestine, qui avait beaucoup de place et beaucoup de ressources. Donc, après la Première Guerre mondiale, quelques centaines de milliers de Juifs s'y sont installés. Maintenant, il est temps de trouver une entente de paix mutuelle pour les deux côtés. Mais il semble que ce soit allé très loin ces derniers temps, n'est-ce pas? Ils se répondent toujours par des roquettes et des bombes. Quelles sont, selon vous, les approches les plus prometteuses pour rétablir un dialogue de paix entre les différentes parties dans la région, en Palestine? En fait, à l'époque, les Britanniques ont donné seulement une petite portion de territoire au gouvernement israélien, puis ils sont partis. Or, cette petite zone n'était pas viable, il fallait plus de place aux Israéliens. Mais je crois que les accords d'Oslo représentaient une solution très équitable. Avec les accords d'Oslo, ils auraient pu avoir un territoire suffisamment grand, et les Palestiniens auraient pu également vivre en paix, ils auraient pu s'entraider. Ils auraient dû ouvrir les portes des deux côtés. Mais je pense qu'il manque quelque chose. Par exemple, si les Palestiniens avaient pensé de manière plus stratégique dès le début et avaient dit « Nous n'avons rien, mais les Occidentaux viennent avec beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. » L'argent des Américains, des Britanniques. Alors ne leur faisons pas la guerre. Laissons nos enfants aller travailler dans leurs usines, leurs écoles, leurs universités et laissons-les gouverner. Ils auraient pu devenir l'une des plus grandes nations du monde. Mais en raison des combats, la situation est restée bloquée. Pourtant, Dieu a mis l'argent juste à côté de vous, chez vos voisins. Pourquoi ne pas en profiter? Lâchez prise.
Les Palestiniens doivent prendre du recul sur la situation. J'ai dit récemment à un musulman de ma connaissance, il y a un dicton dans le Coran qui dit que nous devons d'abord négocier les 98 points sur lesquels nous sommes tous d'accord, comme ne pas tuer, partager la même terre et respirer le même air pur. Ensuite, pour les 2 ou 3 points de désaccord, le temps finira par arranger les choses. C'est la stratégie que la Palestine devrait adopter. Mais tant que la Palestine ne changera pas, rien ne changera, parce que le pouvoir n'est pas dans leur camp. Vous savez, la force fait le droit. Les Américains parlent du droit international, mais ils ne respectent même pas la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Avez-vous vu ce que les Américains disent au sujet de la Cour pénale internationale? Ils disent que cette institution ne fonctionne pas. Pourtant, il y a 125 pays signataires et ces pays ne sont pas tous traités comme ils devraient l'être. Les Américains se conforment au droit international seulement lorsqu'ils sanctionnent un pays pauvre. Cependant, quand le gouvernement israélien ou un gouvernement occidental qui a de l'argent est impliqué, alors les Américains refusent de respecter le droit international. C'est vraiment intéressant. Merci de nous rappeler l'importance de répondre à la violence sans violence. Je trouve cela crucial. Revenons à l'Ukraine, si vous le voulez bien. La guerre en Ukraine a conduit à une réévaluation de la sécurité européenne récemment. Pensez-vous que l'ONU et d'autres organisations internationales aient joué un rôle suffisant dans la gestion de cette crise? Vous savez, je suis très en colère contre l'Allemagne. Je vais vous dire pourquoi. Nous avons 27 États en Allemagne et nous n'avons pas de politique étrangère commune. C'est ridicule. À l'heure actuelle, la majeure partie de l'industrie allemande est en train de quitter le pays. Elle s'en va parce que vous savez, si vous avez un problème avec votre voisin, vous ne pourrez jamais faire fortune. C'est du bon sens. Regardez les familles qui ont des problèmes avec leurs voisins, elles ne deviennent jamais riches. Pourquoi l'Europe est-elle riche? Parce qu'elle est connectée avec ses voisins, avec toutes ces nations environnantes. Si l'Inde et le Pakistan réglaient leurs problèmes frontaliers, le Pakistan deviendrait instantanément une nation riche. Donc si vous ne pouvez pas régler vos problèmes avec vos voisins, vous avez un gros problème. L'Allemagne devrait être plus forte dans ce domaine. Ils n'auraient pas dû laisser leur industrie décliner. Ils auraient dû négocier en disant « Nous n'allons pas cesser d'acheter du gaz parce que nous en avons besoin. » Parce que là, ils doivent acheter du gaz aux Indiens et les Indiens en revendent à un prix plus élevé. Si nous allons au Qatar, nous avons aussi un problème. Les intérêts augmentent et l'économie chute. C'est ma façon de voir les choses. Vous n'avez pas besoin d'un ami qui vous dit toujours que vous avez raison. Vous avez besoin d'un ami qui vous dit « Nous allons dans la mauvaise direction, nous devons corriger le tir. » Parce que vous savez, si la Russie lance une bombe nucléaire sur Berlin, ils en ont des milliers. Tout le monde s'assoira et réfléchira sérieusement à une solution. Mais ce sera trop tard. Ce n'est pas intelligent. Et ces jeunes garçons qui meurent en Ukraine, pour quelle raison? Était-ce nécessaire? Ce n'était pas nécessaire. Les jeunes Russes également, pourquoi meurent-ils? Pourquoi ces jeunes femmes et ces enfants ont dû se déplacer? Tout cela n'était pas nécessaire. C'est juste de l'arrogance. Quand il y avait la guerre en Irak et en Syrie, je pensais que ces gars des forces de l'OTAN allaient avoir des ennuis. En Irak, ils pouvaient bombarder. En Libye, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils ont pris d'assaut ce beau printemps arabe et ont fourni des armes aux rebelles, puis renversé les gouvernements. Ils ont tué des innocents, des simples gens, mais ça ne pouvait pas durer. Mon père me disait quand j'étais enfant, parce que parfois je me battais avec d'autres, si quelqu'un te provoque, laisse-le faire, il finira par être puni. C'est ce qui s'est passé avec les forces occidentales qui ont provoqué la Russie. Ils sont maintenant dans une situation dangereuse, surtout que la Russie est désormais passée au niveau supérieur.
Ils soutiennent désormais l'Inde, la Chine, les Philippines et les nations africaines. Ils renforcent leurs alliances et on peut constater que la Russie n'a peur de rien. Elle cherche à devenir la deuxième superpuissance mondiale, ce qui pourrait être bénéfique pour le monde. Si cela ne se produit pas, la situation restera la même. Depuis les histoires en Syrie, la Russie a commencé à intervenir lorsqu'elle a vu que des injustices étaient perpétrées. Parce que la Russie était très affaiblie après l'effondrement de l'Union soviétique, mais elle reprend des forces. Il faut espérer qu'on s'en sorte. Mais si vous regardez l'histoire libanaise, syrienne et irakienne, les bombardements, ils ne devraient pas riposter. Ce n'est pas nécessaire. Ils n'ont même pas besoin d'armes nucléaires. Ce sont des gens intelligents. Ils devraient simplement se concentrer sur la diffusion des informations. Mon conseil à tous ces pays, comme le Liban, l'Irak, l'Iran, même la Palestine, c'est de ne pas riposter. Laissez-les faire. Laissez-les se prendre les pieds dans leurs propres bombes. Oui, malheureusement, ce n'est pas du tout ce qu'ils font. Il y a quelques jours, l'Iran a lancé des bombes sur Israël. Les médias n'en ont pas beaucoup parlé, mais il y a eu des vidéos circulant sur Internet montrant qu'ils avaient réagi. Vous savez, chaque fois que vous prenez quelque chose qui ne vous appartient pas, vous vous attirez des ennuis. Si vous prenez une terre qui n'est pas la vôtre, vous aurez toujours un ennemi. Par exemple, si vous prenez un terrain de 1000 hectares qui ne vous appartient pas, vous aurez toujours peur que quelqu'un vienne le récupérer. Donc la seule solution pour vous, c'est de maintenir cet ennemi dans une position de faiblesse. C'est la politique d'Israël, parce que si l'Iran devenait fort, la situation serait problématique. Si l'Iran obtient l'arme nucléaire, il y aura un problème. Donc toute personne qui a le pouvoir de récupérer ces terres est une menace pour eux. Ils ne peuvent pas se le permettre, alors ils doivent commettre plus d'injustices. Tout cela est mauvais. Mais vous savez, ce que les Britanniques ont fait au Moyen-Orient est mauvais. Ils n'auraient jamais dû donner ces terres aux Juifs. Ce qu'ils ont fait était totalement injuste. Les Juifs étaient des demandeurs d'asile. Vous ne pouvez pas faire cela. C'est comme si soudainement des étrangers prenaient le contrôle de l'Allemagne aujourd'hui parce que la population allemande diminue et que de nombreux étrangers y résident. Imaginez que ces étrangers réclament des territoires en Allemagne en disant que historiquement ils y ont résidé. Ils vous mettent dans une enclave où vous n'avez pas accès à l'eau et affirment « Cela nous appartient parce que vous savez quoi, il y a 1 millier d'années nous étions africains et ces terres nous appartenaient. » Ce n'est pas votre terre parce que le Coran dit que le monde entier appartient aux musulmans. S'ils faisaient vraiment ça, s'ils vous prenaient vos territoires et vous enfermaient dans une petite enclave au centre, que feriez-vous? Vous réagiriez en lançant des bombes nucléaires et des armes chimiques. C'est ce que les Palestiniens ne peuvent pas faire, et c'est pourtant ce à quoi ils font face. Si vous regardez Hitler, bien sûr, c'était une personne terrible. Il a tué 6 millions de Juifs. Mais si vous examinez en profondeur le traité de Versailles, vous comprendrez que certes, la manière dont tout cela s'est produit était injuste, mais que les sanctions imposées à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale pourraient avoir persisté dans le temps. Cependant, ils ont compris après la Seconde Guerre mondiale qu'il fallait être économiquement et politiquement fort pour récupérer l'Est, ce qui a été une décision sage. Mais en ce temps-là, ils n'étaient pas aussi sages. Ils ont tué tout le monde, juste pour récupérer leur indépendance. Si vous analysez sérieusement le traité de Versailles, vous vous rendrez compte que c'est une foutaise. En Palestine, après tant de guerres et de conflits, tout le monde était intéressé par les accords d'Oslo, juste pour faire finalement la paix. Mais c'était très difficile, comme je l'ai dit. Si vous prenez les terres de quelqu'un,
Il ne l'acceptera jamais. Les gens se battront encore et encore. Ce qu'ils ont fait n'était pas intelligent. Les Palestiniens devraient sortir de ce conflit mondial et s'asseoir pour négocier avec les États-Unis. Ils devraient dire « Donnez-nous des passeports, des terres et 200 milliards de dollars et nous quitterons ces terres. » Ils pourraient résoudre ce problème, mais ils ne le font pas. Ce que les musulmans font est une erreur. Pour chaque religion, il y a une époque. Il y a eu l'ère du judaïsme, l'ère du christianisme, il y a aussi eu celle de l'islam. Abraham a eu 2 fils, et c'est toujours la même histoire qui se répète. Les musulmans sont des cousins des juifs et des chrétiens. Maintenant, si vous regardez comment se comporte la population musulmane à l'égard des juifs, ça empire chaque jour. Il n'y aura plus personne dans 50 ou 70 ans parce qu'ils ont laissé 2, 3, 4 histoires de mariage là-bas. Beaucoup, voire une vingtaine de femmes. Aucune femme n'est partie sans enfant, ce qui a changé la situation à cette époque. Ce qui dans la pratique est très bien, mais ce n'est pas acceptable. Si une femme aime une certaine personne, elle veut épouser cet homme, elle ne veut pas épouser quelqu'un d'autre. Donc, s'ils parviennent à établir la paix, le monde leur appartiendra. Mais ils ne font rien. Tout ce qui est fait par les musulmans, les juifs et les chrétiens leur appartiendra de toute façon un jour. Alors pourquoi se battent-ils? Ils doivent être intelligents et arrêter de se battre. Qu'ils les laissent lancer des bombes. Cela ne changera rien. Laissez-les profiter de cette petite partie du monde. Laissez-les s'amuser. Donnez-nous simplement les clés pour éduquer nos enfants. Donnez-leur des bons emplois et faisons des choses ensemble. S'ils commencent à faire la paix, ils finiront par abattre les frontières. Les Israéliens finiront par ouvrir les frontières. Ils ne veulent juste pas que quelqu'un devienne trop puissant dans cette région. Les Palestiniens n'ont pas besoin d'être forts. Je pense que l'époque des guerres est révolue. Nous ne sommes plus dans une époque militaire. Si vous voulez mettre fin à la guerre, vous devez vous asseoir autour d'une table et discuter. Votre terre est ici, la mienne est là, tout comme celle de nombreux autres pays. Regardez le Pakistan et l'Inde qui se battent pour le Cachemire, un tout petit bout de territoire. Le Pakistan est en train de mourir à cause de cela. Il suffirait simplement d'ouvrir les frontières, laisser les gens circuler et faire des affaires. Tout ira bien. C'est cette sorte de sagesse qui fait défaut actuellement sur la scène mondiale. Si des personnes plus intelligentes ne prennent pas le pouvoir, le monde continuera dans la mauvaise direction. Ce sont des gens simples d'esprit. C'est pour ça qu'ils se battent. S'ils n'étaient pas simples d'esprit, ils n'auraient jamais rétorqué. Merci beaucoup, Monsieur Kaiser, pour ces réponses éclairées. Vraiment intéressant. Vous croyez que la paix est toujours possible grâce à la diplomatie, et cela nous donne beaucoup d'espoir. Merci beaucoup. Oui, uniquement par la diplomatie, et il est temps de pardonner vraiment. Merci beaucoup pour cet appel à la paix. C'est vraiment important. J'espère vous revoir sur NTD TV prochainement pour poursuivre cette discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que cela vous a plu.